Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un travail qui a été entrepris avec Jean-Louis Denis, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gestion de transformation des systèmes de santé. Donc, c'est un des experts vraiment mondiaux sur les questions de performance des systèmes de santé. Et c'est un travail qui va être publié prochainement par la Fédération. Donc, vous avez un peu l'exclusivité des résultats ce matin. Donc, on espère, il reste encore un peu de travail éditorial à faire dessus, mais on espère que d'ici quelques semaines, ce sera publiable. Donc, c'est la première fois en France qu'il y aura un vrai travail très solide sur, dans le fond, quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve systématiquement dans les très, très bons systèmes de santé. Et ça, c'est vraiment, on a fait, évidemment, je vous expliquerai un peu comment on a procédé, mais ça va être un des tout premiers papiers vraiment sérieux qui essaie d'aller voir, bon, au-delà des résultats, où on cherche à comprendre vraiment comment est-ce qu'on génère de très, très bons résultats, et en particulier de l'excellence clinique, comment est-ce qu'on génère cette excellence clinique dans les très, très bons systèmes de santé. Et je pense que vous allez le voir, et ça va apparaître assez clairement, et je vais y revenir plus en détail dans ma conclusion, qu'évidemment, les démarches d'amélioration continue, donc le Lean, mais il y a aussi d'autres méthodes, mais les démarches d'amélioration continue et structurées, ça joue vraiment un rôle fondamental dans le quotidien de ces systèmes de santé très performants, et ça fait même partie un peu de leur philosophie. Donc, on voit que je pense que vous allez voir des parallèles assez évident avec les expériences vraiment très, très, très inspirantes qu'on vient d'entendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait un tel travail? Bien, d'abord, il y a assez peu, et là, c'est le chercheur québécois qui parle, donc il y a assez peu de réflexion systémique dans le débat actuel sur le système de santé en France. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, quand on parle du système de santé en France, bien, on va dire, ah, ben l'hôpital ceci, l'hôpital cela, la médecine de ville fait ci, la médecine de ville fait ça, il n'y a pas assez de prévention, etc., sans vraiment réfléchir de façon systémique. Mais on voit bien qu'on est dans un système où il y a un très, très haut niveau d'interdépendance. Donc, si, par exemple, il y a des déserts médicaux qui s'installent, bien, évidemment, ça a un impact immédiat sur l'hôpital. Donc, il y a une vraie nécessité de réflexion systémique dans le débat actuel et dans tous les débats qu'on entend sur la transformation du système de santé. Autre raison, c'est qu'on s'appuie souvent sur des comparaisons internationales. Donc, on va dire, par exemple, la durée moyenne de séjour est plus courte en Allemagne, il y a moins de médecins par habitant en Angleterre, les Américains, vous le savez, dépensent beaucoup plus en santé que la France. On a aussi des classements internationaux. Là, je vous en ai mis un qui n'est pas forcément flatteur pour la France. Hein. Tout le monde se souvient de ce rapport de l'OMS en l'an 2000 où on disait on a le meilleur système de santé au monde. Là, c'est plus forcément le cas. Je vous en ai mis un et en fait, il y a une accumulation de classements qui vont dans cette direction-là. Donc, on a des classements internationaux, etc., mais c'est souvent des informations qui sont menées à beaucoup trop grosses mailles pour comprendre réellement ce qui se passe. Et je vous donne un exemple un peu illustratif. Si vous regardez les États-Unis, si vous regardez le système de santé américain du point de vue global, très clairement et sans aucune discussion, c'est le pire système de santé des pays avancés. C'est-à-dire que c'est un pays qui dépense énormément, donc à peu près 16% du PIB. Nous, on est à 11% de dépenses en France. Donc, ils dépensent beaucoup plus que nous pour avoir des résultats franchement mauvais, voire pitoyables. Mais quand vous regardez à l'intérieur des États-Unis, c'est un très, très grand pays. En fait, c'est là aussi que vous trouvez les meilleurs. Donc, au sein d'un seul pays, il peut y avoir les pires et les meilleurs. Certaines des organisations qu'on a étudiées sont des systèmes de santé américains. C'est la même chose au Canada, c'est-à-dire que le système de santé canadien, en vérité, il n'y a pas un système, mais bien 10 systèmes provinciaux. Même au Royaume-Uni, où il y a un système prétendument national, en fait, c'est beaucoup plus un assemblage de systèmes régionaux, ou plutôt, on va travailler plutôt sur des échelles de territoire 3 à 500 000 habitants. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, donc, disons, le mot régional est parfois mal compris, mais c'est vraiment plutôt au niveau régional qu'il faut aller chercher pour trouver des exemples qui parlent et qui permettent de comprendre vraiment comment ça se passe. Alors, dernière raison, comme je le disais, pourquoi on fait ce travail, c'est qu'il n'y a à peu près rien en langue française. Et là, ça pose la question de savoir, mais sur quelle base est-ce qu'on s'appuie pour débattre sur le système de santé en France? C'est-à-dire qu'à un moment donné, disons, moi, quand j'ai un problème, et c'est une démarche qui est propre, je pense, à beaucoup de professionnels, quand il y a quelque chose que je ne connais pas ou j'ai un problème, je regarde un peu comment font les meilleurs, comment ça se fait ailleurs, et après, j'essaie de m'étalonner. Alors, sur quelle base est-ce qu'on travaille en France pour réfléchir à l'avenir de notre système de santé? Donc, c'est une question un peu naïve
voire méchante, mais quand même, c'est important de se poser la question. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de système de santé hautement performant? Bon, évidemment, il n'y a pas de définition universelle et stricte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement des 18 systèmes régionaux les plus performants au monde. Il n'y a pas non plus d'indicateur précis de qu'est-ce que c'est, mais il y a quand même un consensus très stable dans la littérature sur ce à quoi ça ressemble un très, très bon système de santé. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont capables de fournir avec constance un très, très haut niveau de service et de qualité clinique, pour un coût généralement moindre que la moyenne, et surtout des systèmes qui sont capables de s'améliorer en continu. Donc, c'est des systèmes qui sont capables de générer énormément de connaissances et d'intégrer très vite cette connaissance dans le quotidien des équipes cliniques. Donc, il n'y a pas de liste définitive de ces systèmes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est une revue de littérature, et on voit apparaître de façon assez régulière certains systèmes en particulier. Par exemple, Kaiser est très connu en Californie. Il y a le système de santé, j'espère qu'il n'y a pas de Suédois dans la salle, parce que là, je vais faire un massacre. Le système de santé du comté de Jönköping, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, mais c'est ça. Vous avez Intermountain Healthcare en Utah, excellent système de santé. Il y a un système allemand, Gesundheitskinstal. Donc, vous voyez, on ne parle pas de régions ou de pays, mais bien de systèmes régionaux qui peuvent s'apparenter, par exemple, à peut-être un groupement hospitalier de territoire ici. Alors, on voit qu'on en a dans plusieurs pays différents. Quelle est la méthode? C'est donc une revue de littérature ciblée sur le sujet des systèmes de santé hautement performants, et à partir de là, on était capable d'identifier des caractéristiques qui reviennent systématiquement dans la littérature. Donc, c'est une littérature qui consiste essentiellement en études de cas. Donc, en fait, on a juste amassé énormément d'études de cas qu'on a triées, qu'on a fait tourner, et éventuellement, on arrive à un certain nombre de caractéristiques communes. Donc, en fait, plusieurs dizaines, ça c'est ce qui reste à faire, c'est-à-dire la bibliographie en forme, mais on a plusieurs dizaines de références et au moins 30 systèmes de santé hautement performants qu'on a étudiés en profondeur. Donc, c'est un travail assez lourd et assez solide. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve cette caractéristique de façon quasiment systématique quand on regarde comment fonctionnent les systèmes de santé hautement performants. La première, et je vais revenir dans le détail de ma présentation sur le détail de chacune, c'est vraiment une vision systémique de ce que doit faire un système de santé. Seconde caractéristique, c'est un type particulier de leadership suivi par un engagement absolument stratégique pour la qualité. Donc, la qualité, ce n'est pas le truc qu'on fait après, c'est qu'est-ce que nous, on fait comme système de santé? On fait de la qualité, et je vais revenir là-dessus. Des systèmes de santé, des systèmes d'information très, très performants, évidemment, intégration des patients et une forte culture organisationnelle. Je vais revenir là-dessus, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et paradoxalement, dans un hôpital, tous ont cherché à renforcer de façon importante la première ligne de soins, notamment les soins primaires. Alors, en commençant, ce que je disais, c'est qu'ils les lient tous, indépendamment de leur contexte national ou international ou régional. Donc, on a vu des organisations en Suède, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, etc. C'est le partage d'une vision systémique du travail d'un système de santé et de ses objectifs. Et ça, pour comprendre pourquoi c'est important, je contraste rapidement avec la France. Comme je le disais, quand on parle du système de santé en France, en fait, on va parler de ses acteurs. Donc, si on demande aux gens, qu'est-ce que c'est le système de santé en France? C'est les ARS, c'est les hôpitaux, il y a les EHPAD, il y a ceci, cela, il y a ceci, cela. Donc, ça, c'est un peu la façon, mais la façon de réfléchir, enfin, de façon systémique, c'est un peu de sortir des silos pour se dire, mais qu'est-ce qu'un système doit faire? La façon la plus simple d'avoir une vision systémique, c'est un grand classique que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Donc ça, je résume très vite. Il y a des adaptations locales, mais fondamentalement, ce qu'une organisation de santé, c'est viser en même temps, de façon intégrée, un triple objectif d'une meilleure expérience pour le patient individuel, d'une meilleure santé pour la population, un meilleur coût pour la société. Et tous les systèmes qu'on a étudiés ont vraiment ça comme valeur ou comme vision fondamentale. Qu'est-ce qu'on doit faire comme organisation de santé? C'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et c'est vraiment le standard aujourd'hui dans les très bonnes, peu importe le pays. Vous allez retrouver des variations autour de ça. Et donc, c'est une vision qui a des conséquences très opérationnelles. La première conséquence d'une vision comme ça, quand on réfléchit à l'échelle systémique, c'est
l'émergence d'un très, très haut niveau d'intégration clinique, sur lequel je vais revenir un peu sur ce que c'est l'intégration clinique, mais un très haut niveau d'intégration entre acteurs et organisations qui chacun va contribuer à l'atteinte de ce triple objectif. Donc, en fait, on va avoir une intégration très forte entre la ville et l'hôpital, évidemment, le sanitaire, le médico-social, la santé mentale, la santé publique, etc. Donc, on va arriver à un très haut niveau d'intégration clinique. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans l'intégration structurelle. Certains des systèmes qu'on a étudiés sont des systèmes qu'on appelle totalement intégrés. Donc, Kaiser, par exemple, est assureur, propriétaire de l'ensemble des structures dont il a besoin, employeur de l'ensemble des gens dont il a besoin, du travailleur social jusqu'au neurochirurgien. Donc ça, c'est un système qui est totalement intégré. Mais ce n'est pas le cas de tous, c'est-à-dire que tous sont intégrés d'un point de vue clinique, mais dans d'autres endroits, il y a, comme en France, la médecine de ville, il y a des prestataires à l'extérieur, la santé mentale est séparée, etc. Ce qui est important, c'est qu'ils travaillent tous en système du point de vue du patient, et c'est vraiment la vision qu'ils sont capables de développer. Dernière chose, on confond souvent intégration et coordination. Donc, l'intégration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que la coordination. La coordination est une modalité de l'intégration. C'est un moyen par lequel on parvient à l'intégration clinique. Donc, je vous ai mis une définition assez standard de l'intégration. C'est donc le processus qui implique de créer et de faire perdurer dans le temps une structure commune entre parties prenantes indépendantes en vue de coordonner leur interdépendance afin de leur permettre de travailler ensemble sur un projet commun. Donc, en conclusion de cette première partie, une des caractéristiques importantes des très bons systèmes de santé, c'est tout simplement qu'ils fonctionnent en système. Et ça, c'est vraiment une leçon importante, c'est-à-dire que tous les acteurs de la santé ou du social, ou tous les gens qui touchent à une personne ou un patient, en fait, contribuent à un système qui produit des résultats de santé pour une personne ou pour un patient, indépendamment de où ils sont. Deuxième caractéristique, le leadership. Tous les papiers sur les systèmes de santé parlent de l'importance du leadership. De quel type de leadership on parle? C'est un leadership très particulier. Il y a plusieurs, quand on regarde un peu la littérature, il y a parfois des histoires de un jour, il y a Dr X qui est arrivé, de Monsieur Machin, Madame Y, et qui avait une vision. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça. C'est-à-dire que c'est un type de leadership très particulier qui est distribué dans l'ensemble de l'organisation, où on va avoir en fait plutôt un mode de leadership qui cherche à, la traduction est difficile, on n'a pas encore trouvé, mais qui cherche à donner les moyens aux équipes de bien faire leur travail. Fondamentalement, c'est le mode de leadership qu'on retrouve toujours. Et donc, par exemple, si vous êtes familier un peu avec ça, ce qu'on appelle le servant leadership, donc c'est vraiment se dire, la réflexion de se dire, qu'est-ce qui produit réellement de la performance, c'est-à-dire de la performance au sens de qualité pour mes patients et capacité à répondre aux besoins de mes patients. Qu'est-ce qui produit réellement cette performance-là? Ce sont mes équipes de terrain. Et donc, mon travail à moi, en tant que leader, c'est de faire émerger à tous les niveaux de l'organisation des leaders, des managers, des gens, des équipiers qui vont produire ce résultat-là. Et donc, un des enjeux fondamentaux, c'est la capacité à réconcilier le leadership administratif et clinique. Et c'est seulement en faisant les deux qu'on est capable de produire massivement des résultats. Une des choses intéressantes qui ressort de tous ces travaux-là, c'est que les motivations financières ne sont pas centrales pour réconcilier le leadership clinique et le leadership administratif. Ce qui marche vraiment bien, c'est l'amélioration du service aux patients, l'amélioration des conditions de pratique et l'émulation entre les équipes qui va entraîner, en fait, toutes les équipes à mieux travailler, incluant les médecins. Et donc, c'est vraiment sur ces leviers-là qu'il faut jouer pour faire émerger un leadership médical ou un leadership clinique. Et donc, il y a des pratiques qu'on retrouve souvent, mais bon, par exemple, la mise en place de duos de direction, donc où on va associer systématiquement à chaque poste de responsabilité un médecin, un administratif ou des trios aussi qu'on a vus. Par exemple, dans le système danois, c'est systématiquement un trio médecin, administratif, soignant. Donc, il y a des pratiques qui favorisent un peu la conciliation du leadership, mais fondamentalement, c'est plus la façon de travailler qui permet ça. Troisième élément, je vais un peu plus vite, c'est la qualité comme moteur de l'organisation. Comme j'ai dit, la qualité, c'est ce que doivent produire le système. Ce n'est pas la chose qu'on doit faire parce qu'il y a l'accréditation et il y a un questionnaire à remplir. C'est nous, qu'est-ce que c'est comme mission, comme organisation, comme système de santé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit produire de la qualité. Et évidemment, c'est une qualité qui a plusieurs dimensions.
Là, j'ai mis la définition de la qualité qui fait vraiment référence aujourd'hui. Donc, 6 dimensions de la qualité, donc des soins évidemment sécuritaires, efficaces. Donc ça, c'est des soins qui sont basés sur des données scientifiques quand c'est nécessaire et ne pas en offrir quand ce n'est pas nécessaire. Donc ça, ce sont des soins efficaces. Des soins qui sont centrés sur le patient, donc qui sont respectueux, je vais revenir là-dessus. Des soins qui sont livrés à temps, donc quand on va chercher évidemment à réduire les délais d'attente. Des soins qui évitent le gaspillage. Et des soins qui sont équitables, c'est-à-dire de pouvoir permettre à tous, indépendamment de leur statut, d'où ils viennent, etc., de tous d'avoir accès au même niveau de qualité et aux meilleurs soins possibles compte tenu des besoins. Et donc, quand on commence à réfléchir comme ça, on voit bien qu'on passe de la qualité comme obligation individuelle à quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est-à-dire, quand on réfléchit sur ces 6 dimensions-là, tous ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité. Et tout le monde est important. Et donc, ça permet de dire, en fait, la qualité est notre responsabilité commune. Ce n'est pas simplement un tel qui a fait une erreur ou c'est X qui n'était pas là. C'est bien comment est-ce que nous, collectivement, on travaille pour cette qualité et chacun a un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité. Effectivement, les meilleurs systèmes ont lourdement investi pour partager cette culture de la qualité et puis après pour former l'ensemble du personnel. Si vous allez au Culture Room, là je fais encore du massacre linguistique, mais si vous allez au Culture Room du système de santé de John Coping, c'est un endroit qui a fermé plus de la moitié des employés du système aux méthodes d'amélioration de la qualité. Et quand je dis les employés, ça part du directeur au médecin-chef, jusque en fait, tout le monde. Et c'est la même chose, et ils sont formés ensemble pour partager cette vision de la qualité et la façon de la mettre en œuvre. C'est la même chose si vous regardez à Intermountain Healthcare, ce qu'on appelle le programme de Advanced Training Program. C'est un programme, systématiquement, tout le monde doit y passer, que ce soit les médecins, l'aide-soignante, les brancardiers, le directeur général, tout le monde passe par là. Et ça permet de développer une vision vraiment commune de comment est-ce qu'on doit travailler. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre la qualité? Le point central de l'application des démarches de la qualité, c'est quelque chose qu'on appelle le microsystème clinique. Et ça veut dire toutes les personnes qui vont effectivement toucher au patient. Donc, on réfléchit à dire sur un endroit qui va effectivement toucher au patient et ça va être là-dessus qu'on va mesurer la qualité et après développer des approches d'amélioration de la qualité. Et donc, ça veut dire que dans ce bloc, dans ce microsystème clinique, on va être capable d'analyser tout plein de microprocessus qui contribuent à l'atteinte de l'excellence clinique. Et donc, on voit bien que ça, la capacité à recréer des microsystèmes cliniques et après de mesurer leur action, c'est vraiment une démarche absolument centrale. Et pourquoi c'est si important la qualité? C'est parce que c'est par ce moyen-là qu'on peut réconcilier le leadership clinique et le leadership administratif. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on va être capable, quand on parle de qualité sur cette dimension-là, c'est comme ça qu'on est capable d'entraîner des médecins. C'est aussi simple que ça. Et c'est en faisant de l'excellente clinique qu'on atteint d'excellents résultats financiers, par exemple. L'exemple que je donne souvent, mais encore une fois, c'est un exemple, et il ne faut pas le prendre, mais Kaiser Permanente a un profil de population plus difficile que la moyenne. Ils ont des meilleurs résultats cliniques très nettement supérieurs à la moyenne. Ils offrent plus de services à la population. C'est un des 5 meilleurs employeurs aux États-Unis. Et ils ont dégagé 1 milliard d'euros de marge au premier trimestre 2017. Donc, c'est en faisant vraiment de l'excellente clinique et en étant bon à chaque moment qui est possible, en vérité, de générer après, mais ce n'est pas ça qui est important, mais c'est en étant vraiment très bon qui est possible de générer après, en fait, des résultats absolument exceptionnels. Quatrième dimension, des systèmes d'information très performants, généralement des systèmes qui ont 5 fonctions. Je vous ai mis l'exemple de ce que peut faire Health Connect, qui est le système d'information de Kaiser. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est surtout ça qui est important. D'abord, on mesure. Ça, c'est des choses, ceux d'entre vous qui êtes dans les démarches Lean, vous voyez bien l'intérêt de la mesure. Ça permet un suivi médico-économique quasiment en temps réel de l'activité des microsystèmes cliniques. Donc, on va savoir exactement, dans le fond, mon microsystème autour du patient donné, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et après, on peut standardiser, c'est-à-dire qu'on peut trouver les variations, intégrer les bonnes variations dans les processus réels, ou éliminer les mauvaises variations. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est pousser les gens à s'améliorer toujours, donc on cherche la bonne variation, mais on veut aussi réduire la mauvaise.
Donc ça, c'est une deuxième fonction. Troisième fonction, c'est produire de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire que les très, très bons systèmes de santé sont capables de caler leurs pratiques cliniques réelles sur les meilleures données scientifiques à jour. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes énormes qui passent en revue toute la littérature, qui comparent avec leur expérience réelle, qui sont capables de rédiger des programmes cliniques complets qui vont de la prévention jusqu'aux soins palliatifs, et ils sont capables après de faire coller la pratique clinique à ces programmes cliniques. Donc, ça donne un niveau de qualité absolument exceptionnel, mais en même temps qui est très, très, très motivant pour les équipes, parce que les gens savent qu'ils travaillent au meilleur niveau de qualité possible. Intégrer le patient, bien évidemment, des bons systèmes permettent d'interagir. Ça permet à faire ce que je pense que ce que EasyLy permet de faire, c'est-à-dire au patient de communiquer, mais ça permet aussi notamment, par exemple, de le suivre, pour les patients, et ça c'est un autre domaine, pour les patients qu'on va stratifier, qu'on va classer dans des couples de population qu'on veut suivre, bien, ça permet de lui envoyer des messages en disant, bien, vous devriez faire du sport, par exemple. Mais ça permet aussi de faire des téléconsultations et du télésuivi, et même des trucs assez basiques comme des consultations par téléphone. Et donc, chez Kaiser, c'est des choses qui peuvent se faire. Et enfin, dernier volet important, c'est gérer des populations. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable, à un moment donné, de stratifier une population au complet en fonction des besoins de santé puis des risques de santé. Et donc, on va partir, en fait, là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais on va être capable quasiment de prévoir complètement l'activité en fonction des besoins réels de la population et après, notamment, de développer massivement la prévention. Donc, chez Kaiser, par exemple, il y a moins de fumeurs et d'obèses que dans le reste de la population américaine, toutes choses étant égales par ailleurs. Et la raison pour laquelle ils sont capables de faire ça, c'est qu'ils sont capables, en partant du point de départ, en disant « Wow, moi j'ai beaucoup de problèmes de crise cardiaque dans mon hôpital ou j'ai les cancers du poumon, c'est vraiment pas possible dans mon hôpital », ils sont capables après de remonter toute la chaîne jusqu'à la prévention en disant « OK, c'est là qu'il faut travailler sur ce type de population ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Dernier volet qui a été souligné dans plusieurs de vos interventions, c'est l'importance de la transparence. C'est-à-dire que c'est vraiment, et ça c'est établi, peu importe le contexte culturel, peu importe le pays, peu importe la région, la façon de gérer de l'information, c'est de la gérer de façon transparente et c'est ça qui permet aussi l'amélioration et qui permet d'entraîner les équipes. C'est-à-dire que le réflexe de dire l'information c'est du pouvoir donc je la garde, très clairement ça nuit à la performance et ça nuit à l'amélioration continue. Donc le principe de gestion de l'information dans un système, ça doit être vraiment un principe de transparence. Une des choses qui est importante dans tous les systèmes, tout le monde dit, évidemment, vous êtes tous là pour prendre soin du patient et fournir les meilleurs soins du patient, ça va sans le dire. Mais non, en fait, ça va mieux en le disant et en le rendant de façon explicite. Et là, je vous ai mis des exemples où très clairement, la mission de l'organisation qui est dit, redit, etc., avec des moyens très concrets, c'est vraiment d'être au service du patient. Par exemple, disons chez Banner Health, les enfants d'enfants hospitalisés assistent aux réunions de direction. Donc là, c'est clair que les patients, ils sont dans le système. Ou Kaiser, toutes les réunions de direction doivent commencer par une histoire de patient. C'est-à-dire que les cadres ou les leaders, les managers ont l'obligation de se balader dans les services et recueillir des histoires de vrais patients. Et après, commencer les comités de direction par j'ai vu Monsieur X, il m'a raconté ça, il m'a dit bon. Un des éléments importants, c'est que ça, ce n'est pas uniquement de l'information pour faire un tour de table, c'est qu'on va commencer à reconstruire entièrement les processus cliniques à partir des besoins réels du patient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont médicalement nécessaires, mais qui, pour certains patients, et là, je ne suis pas médecin moi-même, donc je ne m'aventure pas là-dessus, mais certainement dans vos situations, dans vos vies, vous en avez vu, il y a des choses qui peuvent heurter vraiment la dignité de certaines personnes, des choses qu'ils voudraient pouvoir continuer à faire, et ils vont être prêts à, disons, à perdre même des chances médicales pour pouvoir continuer, je ne sais pas moi, par exemple, à aller à la toilette tout seul. Ça, c'est des choses. Donc, ça permet après de refondre entièrement les processus cliniques. Et ça, c'est la politique officielle d'un système de santé qui s'appelle NUCA, qui est un système de santé public par les Autochtones et pour les Autochtones d'Alaska. Et c'est vraiment, et ça structure entièrement la façon dont sont conçus les processus cliniques et la relation entre les patients et les professionnels de santé. Dernière chose, une culture qui se construit et se façonne, tous ces systèmes partagent une culture d'organisation extrêmement forte et cette culture est utilisée pour amener tout le monde dans la même direction. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire riche, là je vous en ai mis deux,
Nuka et John Copping, c'est pas parce qu'on a une histoire riche que c'est nécessairement, ou qu'on a une culture importante, qu'on est nécessairement bon. Par exemple, je donnais l'exemple de Veterans Health, donc le système de santé publique pour les vétérans américains. Donc là, on voit que l'aspect culturel, ou comment est-ce que la culture peut jouer un ciment, c'est très évident. C'est-à-dire que l'honneur de servir ceux qui ont donné leur vie ou leur santé pour le pays, bon, mais c'était un très, très, très mauvais système. Veterans Health, si vous lisez là-dessus dans les années 70, c'était catastrophique. Après, ce qu'il faut, c'est évidemment utiliser une base qu'on a ou un héritage riche et voir vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour amener tout le monde dans les mêmes directions et les pousser plus loin. Donc, et nous, dans les hôpitaux publics, par exemple, le sentiment du service public, c'est une valeur très forte, mais encore une fois, peut-être que ça a l'air évident, mais ça va mieux en le disant. Donc, ce travail sur comment est-ce que je peux mobiliser des valeurs communes, une culture commune pour être meilleur, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Alors, dernier, renforcement des soins primaires, je vous en dis deux mots. Ce qui est important à retenir, c'est que, et ça, Madame la directrice générale en disait deux mots, l'avenir, ça va être la création de programmes cliniques conjoints avec la ville. C'est-à-dire que quand on travaille sur des maladies chroniques, ça n'a aucun sens de faire notre petit morceau à l'hôpital. On peut être très, très bon à l'hôpital et excellent. Si la personne est mal suivie dehors, il va revenir et ça va être une catastrophe. Donc, ce qui arrive partout dans les bons systèmes, c'est que peut-être, je veux dire, la question, c'est pas d'absorber la ville ou qu'ils deviennent nos employés. La question n'est pas là. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on prend réellement bien soin de notre patient, parce que c'est notre patient en tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler sur des patients coûteux et complexes, vous allez avoir besoin de psychiatres, vous allez avoir besoin de ressources en santé mentale, en toxicomanie, etc. Et ça, c'est notre patient en tous. Donc, l'avenir, c'est la création de programmes cliniques communs avec les acteurs de ville, et ça se transmet après en transfert de ressources. C'est-à-dire que dans ces systèmes-là, généralement, c'est l'hôpital qui a équipé la ville en système d'information, puisque comme on a le même patient, à un moment donné, il faut avoir le même système pour le lire. Quelques mots. Donc, je pense que vous voyez bien au ton de la présentation qu'il y a un lien assez évident entre la performance de ces systèmes et les dynamiques d'amélioration continue. Ça, je pense que c'est assez clair. Peut-être que je vais être un peu plus explicite. Donc, la dynamique d'amélioration continue, c'est non seulement la vision de tous ces systèmes-là en disant, pour nos patients, on doit être meilleur et sans cesse offrir de meilleurs soins et demain, on sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais donc, ce n'est pas seulement une vision, mais c'est carrément l'opération quotidienne de ces systèmes de santé, comment ils fonctionnent au quotidien. Donc, je n'ai pas fait de compilation exhaustive, mais dans à peu près toute la littérature, ils ont tous mis en place des démarches structurées de l'amélioration de la qualité. Donc, que vous appeliez ça Lean ou Six Sigma, il y a plusieurs méthodes précises, mais tous ont adopté des démarches structurées d'amélioration de la qualité. Intermountain Healthcare, eux, ont leur propre démarche qui est très lourdement inspirée du Lean, etc. Donc, à peu près tous utilisent à peu près la même définition, donc définir un champ d'application, mesurer ce qui se passe, fixer des objectifs, mesurer des variations pour tenter de les réduire, s'appuyer sur les équipes de terrain pour développer et mettre en œuvre les solutions. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les très, très bons systèmes de santé. Et c'est une raison majeure de leur succès. Ça permet aussi de comprendre la philosophie, et ça, quand on regarde un peu comment ça fonctionne, vraiment la philosophie et le contexte derrière l'utilisation d'une méthode. Ce qui réunit tous ces systèmes-là, c'est la conviction que ce sont fondamentalement les équipes de terrain qui génèrent de la performance dans une organisation. Et ça se retrouve partout. C'est-à-dire que, et donc, il faut se donner les moyens de rendre nos équipes au contact du patient, il faut se donner les moyens de les rendre vraiment très bonnes. Et donc, quand je dis performance, c'est bien la capacité à fournir le meilleur soin aux patients individuels, la meilleure santé de la population au meilleur coût. Et donc, ça veut dire aussi dans les méthodes d'amélioration continue qu'ils ont tous cherché, je voyais qu'il y avait un programme de formation ici très, très, très important, mais tous ont cherché à développer ce savoir en interne. Parce que ce savoir que vous allez générer d'amélioration continue, de réflexion, de repérage de problèmes, ça, plus tard, ça va devenir l'ADN, en fait, de votre organisation. Et c'est ce qui fait sa vraie richesse et sa capacité à devenir meilleur au fil du temps. Donc, tous ont vraiment investi très lourdement dans la formation des gens pour, justement, générer ce savoir propre. Dernière remarque, et je termine là-dessus. Aujourd'hui, les démarches d'amélioration continue ont un très bon système de santé. On a eu des exemples avant moi très intéressants sur des processus au sein de l'hôpital, des services,
Aujourd'hui, c'est des démarches d'amélioration continue qui portent sur la totalité de programmes cliniques intégrés pour des populations, et je parle de ville-hôpital. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer, de dire, écoutez, on a un problème, il y a trop de diabétiques dans l'Utah, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour eux, comment on améliore, et donc ils sont capables d'adopter ces démarches, ce modèle d'amélioration continue à des programmes cliniques énormes qui couvrent des centaines de milliers de personnes. Et ça produit des résultats spectaculaires. C'est-à-dire que cette culture qui s'initie à un niveau micro, éventuellement, quand suffisamment de gens le partagent, ça permet de générer des résultats vraiment, vraiment, vraiment spectaculaires. Et aussi, je pense, ce qu'on remarque dans ces systèmes-là, c'est qu'ils n'ont pas de difficulté à recruter. C'est-à-dire que les médecins se bousculent pour travailler à Intermountain, ils se bousculent pour travailler chez Kaiser, ils se bousculent pour travailler à Johns Hopkins. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là qu'ils font la meilleure clinique et qu'ils rendent le meilleur service aux patients. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est ce que tout le monde veut dans le système. Quand on est capable de dire, quand vous allez venir chez nous, on va faire vraiment ce qui est approprié et ce qui est bon pour nos patients, c'est un levier très, très, très puissant de transformation. Je vous remercie et bien sûr, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Évidemment, ça permet de voir aussi que les démarches qui sont conduites dans la réflexion sur le projet d'établissement qui est en cours doivent s'inspirer de ces questions-là et que toute la mise en place de l'amélioration continue qu'on produit à travers le livre, c'est aussi pour viser des systèmes où on va devenir, ou en tout cas chercher à viser d'être un hôpital hautement performant. Bon, la dernière diapo, effectivement, personne ne l'a établi, c'est publicité pour l'hôpital du Mont-Sinaï à New York qui dit si nos listes sont remplies, en fait, ça signifie que nous avons échoué. C'est pas encore tout à fait le modèle qu'on vit en France, donc pour l'instant, c'est pas cette logique-là, mais probablement qu'il y aura une logique d'intégration beaucoup plus grande entre la ville et l'hôpital qui va falloir qu'on poursuive. Et c'est déjà dans les premiers travaux du projet d'établissement ce qu'on voit. Alors, les questions, en fait, il y a eu peu de questions, il y a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de compliments ou de commentaires sur ta présentation. Juste, j'en tiens une sur le système intégré chez Kaiser. À partir de quand les patients commencent à avoir des préconisations sur l'éducation thérapeutique ou sur combien de temps il faut être intégré dans le système pour parvenir à écoutez, les Kaiser vont dans les écoles. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la chance qu'on a en France. On a des services publics très, très, très développés. Mais quand je vous dis qu'après, des bons systèmes d'info permettent de stratifier la population en fonction du risque, bien, évidemment, si vous croisez, disons, précarité sociale, mauvaises habitudes alimentaires, obésité, vous savez que la chance de crise cardiaque à l'autre bout de la file, de 15 ans ou 20 ans plus tard, est très, très, très élevée. Donc, ils vont dans les écoles maintenant, Kaiser. Ils ont développé des épiceries bio pour que les gens réapprennent à bien manger. Parce que, bon, vous connaissez peut-être la Californie, mais la qualité de l'alimentation aux États-Unis est catastrophique. Donc, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, il faut qu'on réapprenne aux gens à bien manger. Et c'est des choses qu'on retrouve à ce que j'ai vu aussi en Pennsylvanie, qui est un coin très, très difficile dans l'est de la Pennsylvanie. Ils ont réouvert des épiceries bio et ils vont dans les écoles. Donc, ça va jusque-là. Et ça, Dieu merci, en France, on a des services publics, on a quand même beaucoup plus qu'aux États-Unis sur lesquels on peut s'appuyer, mais ça va jusque-là, oui. D'accord, très bien. Une autre question, c'est quand est-ce qu'on pourra avoir l'étude à présenter? Quand j'ai 4 jours pour terminer le travail éditorial et la rédaction de la bibliographie. Merci encore. En tous les cas,